Bonjour à tous. Bonjour Marine. Coucou Safia. Let's go. On se présente, moi c'est Safia Zoui, je suis Product Manager et ex-UX. Ex-UX. Quand même. Et du coup, moi c'est Marine et PM. Voilà. Product Manager. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que vous posez peut-être la question de qu'est-ce que c'est un PM? Qu'est-ce qu'on fait? Enchaînement parfait. Selon vous, on fait quoi? Qui a une petite idée? Même vague. Les PM, ils ont des petites idées. Un PM, il a des idées. Ok. C'est un bon début. Quoi d'autre? Qu'est-ce que pourrait faire un PM? Il fait des roadmaps. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? À votre avis? Des estimations. Des tickets. Oui. Pour moi, il est chargé de la bonne conduite de l'avancement du projet. Chargé de la bonne conduite de l'avancement du projet. C'est pas mal. Est-ce que vous avez d'autres idées? Il est garant du produit. Il est garant du produit. Est-ce que vous avez d'autres idées? Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Il travaille avec le product owner, mais je sais pas pourquoi. Il travaille avec le product owner. Et hop, on mais met tu les sais pieds pas dans le pourquoi. plat direct. Ah ouais, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Eh bien, globalement, vous n'êtes pas trop dans le faux. Le product manager, effectivement, il est garant du produit. Il va assurer la viabilité du produit. Il va effectivement définir des roadmaps. Il va poser la vision du produit également. Il va s'occuper de bien comprendre les besoins des utilisateurs et puis être garant de bien retranscrire ça finalement dans le produit. Voilà. Alors après, il a aussi une posture un petit peu particulière, c'est-à-dire que voilà, il faut quand même qu'il ait suffisamment d'empathie pour bien comprendre les besoins de différentes parties. Vous voyez qu'ici, le product manager, il est vraiment à la croisée de trois domaines: business, compréhension des besoins des utilisateurs et la tech. Donc, son rôle, c'est aussi de faire parler toutes ces parties-là et de faire en sorte que tout le monde avance vers la même direction. Voilà, donc cette partie empathique et stratégique est quand même assez importante. Et voilà, maintenant qu'on a parlé du product manager, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il travaille avec le PO, mais qu'est-ce que fait le PO? On vous écoute. À votre avis, c'est quoi les activités du PO? Faire des tickets. Encore une fois. Font la même chose. Passion ticket. Le lien entre les besoins des PM et la technique. OK. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Participe au refinement, ouais. Actif au quotidien auprès de l'équipe. Chargé de projet. Priorisation, ok. Est-ce que vous voyez d'autres activités clés? Eh bien, alors, on n'est pas complètement dans le faux, pas complètement dans le vrai non plus. Donc le PO déjà, c'est un rôle au sein de la méthodologie Scrum. Donc c'est quelque chose qui a été créé avec cette méthode-là. Donc vous allez le retrouver dans toutes les organisations Scrum essentiellement. C'est pour ça que parfois vous entendez parler de PO, PM, ça va beaucoup dépendre de l'organe. Le PO, qu'est-ce qu'il fait? On l'a dit, il écrit des tickets, etc. Si on résume, il est beaucoup plus dans la partie opérationnelle. Donc c'est lui qui va être avec l'équipe technique, qui va suivre au quotidien comment ça se passe, comment ça avance. Donc effectivement, il fait de la priorisation, il suit le backlog, il fait toutes ces activités-là beaucoup plus centrées réalisation ou orientées delivery, si on peut dire ça. On retrouve des compétences ou des qualités qu'on peut voir chez le PM, donc c'est-à-dire tout ce qui est esprit d'équipe, avoir un esprit critique, vulgarisation, parce que forcément à partir du moment où on parle avec des personnes, on a besoin de se faire comprendre. Mais voilà pour les grandes différences, si on peut dire. Après le PO,
Il y a un autre rôle qu'on retrouve régulièrement, le product designer. C'est à vous les studios. Quelles sont les activités du product designer? Réaliser des maquettes fonctionnelles. Il fait du Figma. Okay. Il s'intéresse aux besoins utilisateurs. Mhm. Il fait des études et des tests sur des vrais utilisateurs. Ok. Analyse du besoin. Analyse du besoin, ouais. Ouais. Travaille avec les équipes tech. Travaille avec les équipes tech. Il peut créer un design system. Il s'occupe de l'accessibilité. On est pas mal, hein? Ça vous inspire tellement. C'est presque comme s'ils avaient déjà vu le talk. Mais grave. Ou qu'ils avaient déjà travaillé avec des product designers. C'est dingue. C'est fou. Eh bien, vous avez plutôt raison. C'était plus exhaustif que notre slide, tout ce que vous avez dit. Mais effectivement, son rôle, ça va être de bien comprendre les besoins d'utilisateurs. Donc, il va beaucoup travailler avec les PM là-dessus. Il va également pouvoir réaliser des maquettes, que ce soit pour du prototype ou pour attester ou les maquettes finales. Voilà, il peut être en charge de la discovery avec le product manager également, donc s'occuper de faire des interviews, de bien définir qui sont les personas, voilà. Après, bon, il a quand même une bonne capacité d'analyse de données, puisque quand on fait de la discovery, on va aller récolter beaucoup de données du terrain, d'utilisateurs, et c'est important de bien analyser cette donnée pour en ressortir quelque chose d'assez significatif et qui correspond au plus grand nombre. Voilà, il faut également pas mal d'empathie, de la créativité. Voilà. Et il collabore beaucoup aussi avec les développeurs pour que les maquettes soient retranscrites de la bonne manière quand elles sont développées. En bref, pour résumer sur ces 3 rôles, on a le product manager et le product owner qui vont vraiment faire partie de cette équipe produit. Product manager, il va vraiment être en amont sur la compréhension du besoin. D'un point de vue aussi très stratégique, il va définir des objectifs et faire en sorte et une vision et faire en sorte que tout le monde va vers cette vision. Le rôle du PO, lui, va plutôt être côté delivery et s'assurer que le produit, le bon produit soit réalisé. Donc, on est vraiment sur de la réalisation. Et le product designer, plutôt son rôle, récolter les besoins des utilisateurs, bien comprendre les irritants et faire en sorte que le produit lève ses irritants et réponde aux besoins. Et il s'occupe de toute la partie design également. Voilà. Une fois que c'est dit ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Du coup, on a la vérité, Marine? Très bonne question. Je ne serais pas aussi formelle de dire est-ce qu'on est dans le vrai, est-ce qu'on est dans le faux. Moi, je ne sais pas. Hein. On a la définition, mais la théorie, la pratique, bon, on sait toujours qu'on fait exactement ce qu'on se dit, non? Ouais, bah oui. Ouais. Breaking news, on ne fait pas toujours ce qu'on dit. Mais je me dis peut-être qu'avant de parler équipe, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait réellement, est-ce que ça te dit qu'on parle un peu culture produit, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est indispensable, Marine. Allez, c'est parti. Du coup, tous ces postes-là, tous ces rôles qu'on vient de vous parler, ils interviennent dans ce qu'on appelle la culture produit. Culture produit qu'on met souvent en opposition à la culture projet. Alors, avant qu'on parle qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, etc., faut savoir que les deux existent dans les entreprises. Vous allez trouver des projets, vous allez trouver des produits, des teams produits. Les deux cohabitent. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous des besoins différents. On va en général organiser un projet parce qu'on veut faire un lancement à une date précise, à un périmètre donné. Et ça arrive même encore aujourd'hui dans des organisations produits. Ça arrive aussi dans plein de moments du quotidien. Vous voulez,
je ne sais pas, construire une maison, vous voulez réaliser un anniversaire ou autre, bah, vous allez faire un projet parce que vous avez une deadline, vous avez peut-être un budget limité, c'est normal. Et vous avez aussi, du coup, plutôt du produit, c'est-à-dire que vous avez une application, une fonctionnalité, un élément que vous voulez faire évoluer et du coup qui va s'adapter en fonction des utilisateurs, en fonction du temps, en fonction du marché. Et ça, c'est plutôt quelque chose que vous allez faire, voilà, vivre au jour le jour. Donc, les deux grandes différences. On vient de se le dire, projet, en général, début, fin, budget. Et on n'a pas trop le choix, on ne sort pas trop des clous. Tandis que le produit, bon, bah là, on sait quand est-ce qu'on démarre. OK, je veux réaliser telle chose. Par contre, après, on va boucler. Au fur et à mesure, on va apprendre en faisant. Comment ça se passe? Bah, projet, début qui dit début et fin, dit j'ai une step 1, puis j'ai une step 2, une step 3, et on avance comme ça, step by step. On ne peut pas dire je passe de la 1 à la 6, ça va être compliqué. Tandis que la culture produit, c'est plutôt j'apprends en marchant, donc je vais tester ça, ça marche, ok, j'avance, ça marche pas, ok, comment je reviens en arrière, comment je change, qu'est-ce que je mets en place, j'adapte. Une fois qu'on s'est dit ça, ok, ça marche à peu près comme ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on mesure? Côté projet, on va se dire, un projet est réussi si j'ai fait toutes les steps, si j'ai bien été à la deadline avec tout ce que j'avais dit que je ferais au départ. S'il me manque des éléments, bon, ça ne fonctionne pas. C'est comme si par exemple vous faites de la cuisine, vous avez une recette, bah, si vous oubliez de cuire votre poisson, c'est compliqué, quoi. Donc le projet, c'est ça. On va faire chaque étape les unes après les autres, et si à la fin on arrive à quelque chose qui correspond au deal de départ, on a réussi. Tandis que le produit, bah, peu importe la fin, ce qui va être important, c'est de vérifier que ce qu'on met en place, ça répond vraiment à un besoin utilisateur, que c'est réellement utilisé et que ça apporte de la valeur. Peu importe le deal de départ, entre ce qu'on s'est dit il y a 6 mois et ce qu'on va mettre en place, peut-être que ça n'aura plus rien à voir, mais si c'est ce dont les personnes ont besoin, on est dans le bon et on a répondu au deal qui était de « je veux régler cette problématique » ou « je veux répondre à ce besoin-là ». Ça, c'est le grand cadre. OK. Une fois qu'on s'est dit ça, vous dites « OK, produit, projet, comment on peut résumer tout ça ?» On a une phrase qu'on utilise beaucoup côté produit, ça va être de dire la culture produit. On va d'abord valider par la preuve, donc je vais aller sur le terrain, je vais vérifier que ce que je collecte auprès de mes utilisateurs, mes feedbacks, etc., ça m'apporte des éléments. Donc je vais utiliser cet élément-là pour valider que ce que je fais, le plus rapidement possible, bah forcément, on veut aller vite, on veut apporter de la valeur tout de suite. Le but, ce n'est pas de passer 6 mois à faire quelque chose et se rendre compte que ça ne marche pas. Donc on va faire les plus petits incréments possibles pour avoir une réponse immédiatement. Pour valider qu'on travaille sur le bon produit. On en revient toujours au même. Je vérifie avec tout ce que je récupère sur le terrain que ce que je fais, ça a un intérêt. Donc si vous avez une phrase pour résumer le produit, c'est ça. On veut valider par la preuve le plus rapidement possible qu'on travaille sur le bon produit. Est-ce que tu penses qu'on est bon? Oh bah là, moi, je pense que c'est parfait. Du coup, si tout le monde applique ça, eh ben, tout le monde fait du produit et toutes les équipes vont travailler de manière formidable, extraordinaire. Tous les produits auront un sens, répondront apporteront de la valeur côté utilisateur. Monde idéal. Franchement. Marine, on a résolu un problème là. Ah, mais ça, c'est un bon gros problème. Ouais, je mais pense que là, c'est bon. Je me dis, peut-être qu'une fois qu'on s'est dit culture produit, bah, pour le mettre en place, ouais, faut une bonne équipe quand même. C'est indispensable. Sans équipe, on ne peut rien faire. Donc ce qu'on vous propose, c'est de dire bah, comment on pourrait constituer la meilleure équipe finalement. Constituer la meilleure équipe pour faire ça. Ben, on a déjà un élément de réponse. On a déjà dit ce que fait un product manager, un product owner, un product designer. Voilà, bah, c'est bon. C'est vrai. Si chacun respecte les règles de chaque profil, ça marche. Eh ben, non. Non. Qui a déjà bossé avec un product manager? Il y en a pas mal. Product owner, tout le monde, quasiment. Et product designer, moins. C'est étonnant. Pas mal, quoi. Ouais, pas mal. Alors, l'important, c'est pas finalement d'avoir les 3
Ou alors là, on a pris 3 parce que voilà, on est sur un format court, mais il y en a plein. Product People, il y en a encore plein. L'idée, c'est de se dire, de bien comprendre la vision, c'est-à-dire où va toute l'équipe, et que chacun comprenne bien son rôle et sa responsabilité. Donc en gros, peu importe que ce soit un PO, un PM, etc., du moment que vous avez bien défini dans l'équipe qui fait quoi et qui est responsable de quoi, et ben, normalement, ça devrait marcher. Si vous respectez ce que Marine vient d'expliquer sur la culture produit, comment on fait du produit, qu'il faut bien découper, valider rapidement, le plus rapidement possible, etc., peu importe que ce soit le PM ou le product designer finalement qui va faire de l'exploration, du moment que c'est fait, que c'est bien fait et que ça apporte quelque chose à l'équipe, c'est très bien. Voilà. Donc avoir une vision commune et partagée, c'est l'un des trucs les plus importants qu'il faut retenir. Alors, on va vous présenter pour ça, parce que vous allez dire oui, c'est simple, mais du coup, comment on fait ? Si les gens sont pas... comment on fait pour se mettre d'accord ? Donc, un des produits, des outils qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est le Delegation Poker, qui est utilisé dans le management. Souvent, c'est un outil du management 3.0. Et l'idée du Delegation Poker, c'est un jeu de cartes que vous allez pouvoir utiliser dans votre équipe. Donc, vous pouvez le faire aussi avec les devs. Et vous allez sur chacune des tâches, donc vous allez pouvoir avoir un tableau de délégation qu'on voit ici, avec en ligne toutes les tâches que vous avez listées pour atteindre votre objectif, donc pour réaliser votre produit. Et pour chacune des tâches, vous allez, grâce au jeu de cartes, je ne rentre pas dans le détail, mais juste pour vous dire les extrêmes, la première, c'est que la personne fait la tâche, et elle dit aux autres, voilà, j'ai fait ça, d'accord ? Donc, elle est totalement responsable de la tâche. Celle du milieu, c'est tout le monde se met d'accord sur la décision sur cette tâche-là, d'accord ? Donc, c'est un consensus. Et la dernière, c'est une personne qui va déléguer totalement une tâche à quelqu'un d'autre et qui ne regarde même pas le résultat. C'est-à-dire, quand on dit déléguer, c'est vraiment déléguer. C'est-à-dire que c'est moi qui étais responsable de cette tâche, je la donne à quelqu'un d'autre, je regarde même pas ce qu'il fait, je lui fais totalement confiance, c'est sa responsabilité. Donc, le Delegation Poker va vous permettre, sur chacune des tâches que vous avez identifiées, de décider tous ensemble qui réalise cette tâche, qui est responsable de cette tâche et qui délègue cette tâche à l'autre. Bon, c'est expliqué très rapidement. Si vous avez des questions, je pourrai répondre après. Mais c'est un outil qui permet très rapidement, en tout cas le tableau de délégation, ça permet vraiment de faire une gouvernance sur le projet parce que vous allez pouvoir voir très rapidement qui est responsable de telle tâche. Donc si la tâche n'est pas réalisée, vous pouvez aller demander à cette personne pourquoi, où ça en est, les difficultés, etc. Donc ça permet aussi d'avoir un outil de communication dans l'équipe pour pouvoir savoir comment ça avance. Il y a un autre outil qu'on voulait vous partager, c'est la matrice des attendus. Sur le même principe, on va pouvoir se dire, finalement, parmi toutes les personnes qui font partie de l'équipe, par exemple moi, product manager, ce que j'attends d'un product designer, d'un business owner, ça va être tel et tel élément. Et ce que je me dis, c'est que moi, à l'équipe, je vais apporter telle chose. Ce qui fait que ça permet aussi d'avoir un consensus, de la même manière qu'on a pour le Delegation Poker, c'est de se dire, au moins c'est marqué, c'est clair, chaque personne de l'équipe sait ce qu'elle attend des autres personnes et inversement. Ce qui fait que ça permet de clarifier les rôles et qu'au final, qu'on s'appelle PM, PO ou Product Designer, c'est pas ça le plus important, c'est de vérifier qu'on respecte les attentes des autres personnes de l'équipe, qu'on se fait confiance entre nous et que ce qu'on se dit, au final, tout le monde est au courant, on se base sur la transparence. Est-ce que c'est pas à ce moment-là où on se dit que finalement, tout ce qu'on s'est dit avant sur qui c'est un PO, qui c'est un PM, qui c'est un product designer, bon, on s'en fout. On s'en fout. Tout à fait. En gros, au niveau produit, partez du principe qu'à partir du moment où vous avez clarifié les rôles dans l'équipe, peu importe le nom, le rôle, comment vous vous appelez, ce qui est important, c'est comment l'équipe avance, ce qu'elle délivre, comment elle s'organise, et que
vous appelez, je sais pas, vous êtes un dev, vous pouvez être amené à écrire des US. C'est pas que le rôle du PO. S'il y a besoin, let's go. Un product designer, il peut être amené à faire des tests, que ce soit des tests fonctionnels ou pas, que, je sais pas, on pourrait imaginer plein de choses au final, tant qu'ils sont organisés comme l'équipe le ressent. Oui, puis ça va aussi dépendre des sensibilités de chacun, donc c'est important aussi de prendre en compte ce côté humain et de se dire que s'il y a des gens qui ont cette sensibilité ou qui ont envie de changer finalement de rôle et de monter en compétence sur autre chose, ça permet aussi d'avoir cette flexibilité et de pouvoir aider aussi les personnes plutôt que les rôles en fait au final. Il y a aussi un gros élément qui va vous permettre de définir quel est le rôle le plus adapté à votre équipe, c'est votre organisation. C'est-à-dire que parmi deux entreprises, vous allez trouver des PO et des PM et des product designers, parfois que l'un, parfois les trois dans la même équipe, parfois d'équipes sans. Voilà. Un PO dans une entreprise, ça peut être un PM dans une autre et ils vont avoir exactement les mêmes tâches. Voilà. C'est d'une entreprise à l'autre, vous allez pouvoir voir que les rôles et les responsabilités diffèrent, mais finalement que les noms de postes restent les mêmes. Tant que les objectifs produits sont atteints, on a envie de dire, on est bon. Bon, ça facilite pas le travail des recruteurs, mais... Je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette culture, les rôles qu'il y a, comment on s'organise et au final, comment on constitue la meilleure équipe produit. Tout à fait. J'espère qu'on a été suffisamment clair et on peut prendre des questions. On a le temps pour les questions. Voilà. J'ai une question sur la partie où vous distinguez les deux modes produit et projet. La façon dont vous écrivez le mode projet, c'est très contre-agile, un peu. Ce que j'ai l'impression, c'est vraiment, il y a une deadline, on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça, et après on fait exactement ce qu'on a fait. Est-ce que c'est possible de faire des projets en mode plus agile, justement ? Alors, c'est intéressant comme question parce que ce que tu dis, c'est ce qu'on rencontre beaucoup chez certains des clients qui veulent aller vers de l'agilité et qui sont un petit peu entre les deux, donc qui essayent de mettre des cycles en fait, mais qui au final découpent, font de la priorisation, découpent, etc., mais au final livre une fois que tout est fini. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe en ce moment chez certains clients. D'autres arrivent à passer en mode projet, mais pas totalement. Donc, pour moi, mon sentiment, en tout cas, c'est qu'en ce moment, beaucoup d'entreprises sont entre les deux. C'est des projets qui essayent d'aller vers plus d'agilité et plus de mindset produit, mais que c'est encore un petit peu compliqué. Tu veux compléter, Marine ? Non. Ouais, juste, j'ai rencontré ça quand on bosse sur un produit qui a un composant qui n'est pas du logiciel, qui est du hardware, ça devient compliqué parce qu'à un moment, il faut faire de la fabrication. Et là, tu as peut-être la moitié des équipes qui font beaucoup de logiciels et qui peuvent bosser en mode agile, mais en même temps, il y a une date où l'usine doit faire la production des trucs. Ouais, il y a beaucoup de manufacturing, mais je crois que tu as une petite expérience là-dedans. Ouais, en fait, c'est un peu ce qu'on disait, ça dépend beaucoup des organisations. Effectivement, il y a des contextes. Quand on est à l'usine, c'est très compliqué de mettre en place de l'agilité, de se dire toutes les 2 semaines on change, parce qu'au final, il y a une ambition à la fin. C'est possible, on le voit déjà, il y a des tests qui sont faits, il y a des POC qui sont faits sur des produits, mais on peut effectivement pas du tout être sur le même niveau. Et quand on va se dire on va faire des boucles, ça va plutôt être des boucles qui sont plus rallongées parce qu'on veut arriver à avoir un produit à la fin, même si c'est un produit de test qui est commercialisable, qui est lançable en l'état. Donc on n'est pas sur les mêmes, on va dire, créneaux horaires. On va avoir des boucles qui sont beaucoup plus rallongées, donc c'est possible, mais c'est pas aussi facile, quoi. Merci beaucoup. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure, parce que là, ils ne sont pas parmi les
3 personnes des product people, dans quelle mesure parfois un référent technique ou un référent développeur d'une équipe peut venir rentrer dans la discussion d'une problématique produit? Je pense qu'on l'a beaucoup dit, ça dépend beaucoup de l'équipe. Et s'il y a une personne de l'équipe qui a envie de faire partie des discussions, qui a envie d'être là dans la discovery, dans les ateliers, en fait, à partir du moment où on s'est dit au début, moi j'ai envie d'y participer, il n'y a rien aujourd'hui qui restreint et qui dit non, toi tu n'as pas le droit de venir à mes ateliers, tu ne dois arriver qu'à la fin, ou par exemple si on se dit les personnes en charge de la qualité, elles n'ont pas le droit de participer à cette étape-là. Non, en tout cas rien n'est figé, et si une personne a envie de participer, moi je suis la première à dire à l'équipe, on fait les ateliers tous ensemble, il y a un workshop d'idéation, venez, en fait, plus on est nombreux, plus on aura d'idées. Et vous aussi, vous travaillez tous les jours sur le produit. Ok, vous n'avez pas forcément cette expérience terrain, où vous n'avez pas été voir directement les utilisateurs, mais en utilisant le produit, vous avez forcément une légitimité dans les retours que vous faites. Donc, j'ai envie de te dire, si la personne elle a envie, elle lève la main et dit « moi, je veux participer », et on trouvera une façon ou une autre de l'intégrer dans tout ce qu'on met en place. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et les 2 outils qu'on a présentés à la fin peuvent aussi potentiellement aider, puisque c'est des outils qu'on va utiliser avec toute l'équipe, pas seulement l'équipe produit. Donc, ça peut être le moment aussi à un lead tech ou à un développeur de dire finalement, moi aussi j'ai envie de participer à ça. Ok, pas de souci. Et je pense que c'est aussi du rôle du product people d'emmener l'équipe justement vers le produit et de l'intégrer en fait finalement dans toute la préparation du produit que vous développeurs vous allez développer. C'est important aussi de savoir pourquoi on fait ce produit-là. Je ne sais pas si on a le temps de faire encore une question. Alors, on prend le temps. Du coup, on parlait que les techs interviennent souvent dans les problématiques produits parce qu'ils sont plutôt sensibles. Mais à contrario, je vois rarement des métiers qui s'intéressent à la tech. Donc, des fois, voilà, on leur tend des perches et ils ne les prennent pas forcément. Du coup, un avis sur le sujet? Eh bien, tout à fait. Mais tu as tout à fait raison, parce que, comme dans toute relation, il faut que ça aille dans les 2 sens. Je trouve ça dommage, en fait, que les personnes ne s'intéressent pas à la tech, parce que pour faire le bon produit, on l'a vu, un des rôles du product manager, c'est vraiment d'aligner le business, les utilisateurs, enfin les besoins des utilisateurs et la tech. Donc, ton produit, si tu ne connais pas les contraintes techniques ou si tu ne connais pas les possibilités que la technique peut te donner pour emmener ton produit encore plus loin, pour moi, le rôle du product people, il est défaillant s'ils ne prennent pas en compte la partie tech, quoi. Alors, peut-être que tu voulais dire autre chose quand tu parles de tech, mais pour moi, c'est indispensable de s'y intéresser. Je veux même rajouter un point, c'est que en fait, en tant que product people, on doit aussi s'assurer que notre produit il est fiable techniquement. C'est-à-dire que pour moi, ça fait partie du rôle du PO ou du PM de vérifier qu'il n'y a pas trop de dettes techniques, qu'on peut continuer à l'améliorer, qu'il est à jour, qu'il n'y a pas de choses qui sont dépréciées, qui sont en ligne, parce qu'on se parle aussi sécurité. Donc en fait, effectivement, il y a des sensibilités qui peuvent être différentes en fonction des personnes, mais ça fait partie des qualités d'une personne produit de s'intéresser à la tech et de vérifier que ce que tu mets en place, non seulement ça a du sens, effectivement, comme tu as dit pour les utilisateurs, mais que techniquement, comment ça marche. Quand je mets les mains dans le cambouis, je veux savoir comment ça fonctionne parce que c'est là aussi qu'on décuple les possibilités. Donc, ça dépend des gens. Comme on l'a dit, ça se trouve, il y en a et ça ne va pas du tout les intéresser. Normalement, c'est mieux si tu sais comment ça marche, quoi. Oui, d'accord. Je pense qu'on peut s'arrêter là, du coup. Oui. Top, merci beaucoup.